Bonjour tout le monde et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et je suis en compagnie d'Henri Bonjour. et de Ellie, Salut. qui sont deux représentants du studio Duper, qui est un studio qui travaille sur Day of the Shell, leur premier jeu, qui est un jeu tactical roguelite. Donc globalement un jeu avec des cases où à chaque partie vous allez avoir des éléments différents pour faire évoluer votre personnage, mais surtout que les ennemis seront pas toujours au même endroit et pas toujours de la même nature non plus. J'ai à peu près résumé globalement. Sachant qu'à chaque fois vous débloquerez des nouvelles choses, et c'est un jeu qui est en cours de développement, édité par Goblin Studio, et qui a sa démo qui arrive là, le temps que vous écoutiez cette émission, globalement demain ou après-demain, si c'est pas déjà sorti en fait, globalement. Donc au fur et à mesure, à chaque fois on se dit ouais, fin de semaine prochaine, sauf que on s'y approche assez vite, hein, c'est assez rigolo. On discutait alors à la fois effectivement du jeu Day of the Shell. Dans un précédent épisode, on a parlé du studio Duper, de votre histoire finalement. On a parlé un petit peu de comment vous avez travaillé avec vos inspirations. Ce que j'aimerais, c'est effectivement profiter que vous soyez là avec vos propres inspirations, vos propres histoires finalement de joueurs, pour avoir justement peut-être des perles du jeu vidéo indépendant, si jamais vous avez raté, vous qui nous écoutez, des jeux, si vous aimez le genre tactique, justement avec les cases, etc. Il y en a qui se rappelleront, alors je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, moi personnellement, le côté tactique, la première fois que je pose les mains sur un jeu tactical, alors pas en 92 mais en 95, c'est Shining Force sur Mega Drive. Donc en fait, on a ce fameux tactical RPG, c'est-à-dire on a toute une aventure, etc. Il y a le côté tour par tour. Mes personnages, je vais les positionner sur mes cases, et puis ensuite ils vont attaquer, ils vont se faire attaquer ensuite. Et du coup, moi, c'était vraiment mon premier truc. Je pense qu'il y a des gens il y a quelques personnes, ça se trouve, ça leur rappellera des espèces de vieux souvenirs, le coup de vieux d'un coup de Shining Force. Il y en a qui connaissent un peu plus Final Fantasy Tactics. Et effectivement, de l'autre côté, en termes de Rogue Light, on a aussi d'autres jeux où à un moment donné, tu avais cité dans un précédent épisode Balatro, où on se retrouvait justement avec ces éléments qui vont changer à chaque fois et avec lesquels on va composer. Toi, il y a des jeux comme ça où côté roguelike, tu vas jouer encore et encore? Oh, j'en ai fait des roguelikes. Il y en a qui m'ont beaucoup marqué vraiment. Le premier auquel j'ai joué, c'était peut-être FTL à l'époque. Donc FTL Faster Than Light, qui est ce jeu là où on a un vaisseau spatial, qui a joué probablement, où c'est une sorte de Star Trek en quelque sorte, où on voit le vaisseau vu d'en haut avec tous les petits personnages dedans qu'on peut emmener dans la salle de commande, salle d'armes, salle de bouclier, salle de pilotage, de machin. Et on se balade dans l'espace et on fait des combats spatiaux contre d'autres ennemis, et on explore des trucs, on trouve des ressources, et puis on améliore le vaisseau au fur et à mesure pour essayer d'aller détruire l'arche des rebelles de je sais plus quoi à la fin là. Et puis donc même histoire, à la fin c'est un roguelike, et donc en général c'est hyper dur et on perd, et puis on recommence et on prend un vaisseau différent, puis il y a plein d'aliens différents qu'on récupère au fur et à mesure leur vaisseau, et puis on fait ça à chaque fois, c'est vachement marrant. Ouais, parce qu'il y a un côté très jeu de gestion dans FTL, donc c'est Faster Than Light, avec notre vaisseau qui potentiellement est pas forcément le même, je crois. C'est ça, ouais. Les gens qu'on recrute non plus. Ce qui est bizarre dans ce type de jeu, c'est la première fois que ça vous arrive, en fait, vous êtes toujours surpris. Vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est quoi cette mécanique, tiens, j'ai jamais vu ça avant. Et ensuite, effectivement, on commence à savoir que ça existe. Du coup, nos choix, en fait, vont changer légèrement. Et du coup, FTL, ouais, j'ai vu pas mal de jeux où d'un coup, en fait, t'as une super opportunité d'avoir un nouveau bouclier, tu l'as jamais vu dans tes précédentes parties, et d'un coup, tu t'équipes de ça. Ouais, carrément. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de roguelike, en fait, il y en a pas mal de différents, mais FTL, c'est un des... Bon, si je dis un des premiers, les puristes, ils vont crucifier, je pense, mais c'est un genre qui a vraiment été popularisé à fond à cette époque-là, c'est vers 2012, je sais plus quand est sorti FTL, mais 2012 de mémoire, dans ces eaux-là. Vers 2012, il y a vraiment eu ce renouveau du jeu indé avec Steam en particulier, qui a permis vraiment à tous les développeurs indés de pouvoir distribuer très largement leur production, qui était plus compliquée à distribuer avant, quand il fallait avoir des contacts pour imprimer les cartouches, imprimer les disques, etc. Là, avec la distribution en ligne, avec Steam qui est arrivé vers cette époque-là et qui de plus en plus s'est ouvert à tout le monde, on a pu avoir plein de pépites indés de cette époque-là, et c'est là que vraiment le roguelike est complètement apparu, diraient certains, a été démocratisé, diraient d'autres. Donc c'est un genre qui est relativement jeune encore, et qui s'est beaucoup cherché, qui a beaucoup évolué au fur et à mesure, jusqu'à des titres comme par exemple, on parlait dans l'émission précédente de Hades, qui a vraiment posé, avec un beaucoup plus gros budget, un beaucoup plus gros standard de, c'est
c'est le roguelike moderne en quelque sorte, je dirais Hades, en tout cas de ce type-là de roguelike, mais il y a aussi beaucoup de sous-genres qui sont développés entre-temps. Ouais. Parce que Hades est quand même assez fort puisqu'on joue le fils d'Hadès, d'où l'explication du fait que dans la mécanique de roguelike ou de roguelite, c'est que de toute façon vous allez périr à un moment donné et vous allez recommencer, des fois en gardant des éléments de votre partie d'avant. Et du coup là c'est le roguelite, ou alors vous avez vraiment le roguelike où là par contre vous démarrez sans rien. Avec votre expérience à vous, vous avez débloqué des éléments, mais effectivement vous repartez pas avec des éléments de votre précédente partie. Effectivement, vu que c'est le fils d'Hadès, évidemment, il y a ce côté, s'il périt, il va de toute façon plus ou moins ressusciter. Il rentre à la maison. Il rentre à la maison, quoi, globalement. Et effectivement, on est sur un jeu d'action qui est assez nerveux en plus. Là où effectivement, on s'attendrait presque à quelque chose d'un peu plus posé, etc. Là, on a vraiment un truc d'affrontement assez nerveux avec des environnements qui tombent pas tout le temps. Donc ça a été un énorme succès. Ouais, clairement. Et c'est une des choses que je trouve vraiment intéressante dans les roguelites, en fait, c'est comme on dit, en fait, roguelite, c'est décrit cette structure de quand on vient avec des éléments aléatoires au milieu, mais en fait, on peut brancher quasiment le gameplay qu'on veut, en fait, dessus, et il y a beaucoup de jeux différents qui existent. Par exemple, si on prend dans les premiers roguelites, il y a eu Rogue Legacy, ou Spelunky, par exemple, qui sont vraiment, je pense, les premiers roguelites qu'on pourrait présenter comme ça, qui étaient des jeux de plateforme vus de côté, ou voilà, un peu à la Mario, où on se balade dans des niveaux et puis on trouve des choses, mais des niveaux qui sont faits au hasard et différents à chaque partie, et on recommence. FTL, c'est un jeu de stratégie dans l'espace, vu d'en haut, avec différents personnages, complètement différents. Il y en a eu plein de, comme Hades, on mentionnait Hades, qui était un jeu d'action, on contrôle un personnage, c'est très rapide, très nerveux, avec plein d'armes différentes. Et j'en sais rien, par exemple, Balatro, encore une fois, qu'on mentionnait, qui est plus une sorte de solitaire ou de jeu de poker, mais encore une fois, avec cette structure, et c'est vraiment la structure qui en fait un roguelike, en fait. Donc, il peut y avoir vraiment 1000 et un genres différents par-dessus. Ouais, c'est ça. C'est que effectivement, en plus, il y a eu une vraie émulsion. C'est-à-dire qu'en plus, maintenant, on a des roguelites qui vont être même d'une manière multijoueur. J'avais testé, il me semble que c'est Sworn, qui va être beaucoup plus posé que Hades. Mais par contre, au fur et à mesure de vos parties, vous allez pouvoir débloquer de nouveaux personnages. Vous allez, pour chaque personnage, avoir 4 armes principales, plus des pouvoirs à débloquer. Donc en fait, au fur et à mesure de vos parties, en fait, vous avez de plus en plus de possibilités de construire en fait votre personnage, parce que l'un des éléments concrets et communs, c'est qu'à un moment donné ou un autre, on va vous proposer une évolution sur 3-4 choix différents, et que ces 3-4 choix, à chaque fois, vont être différents à chaque partie. Donc à chaque fois, ça fait des possibilités. Et du coup, Sworn était moins nerveux, donc ils n'ont pas essayé de copier Hades, et ils avaient raison. Par contre, votre personnage, même s'il se déplaçait lui-même plus lentement, avait en réalité des attaques qui lui permettaient de bouger. Donc en fait, il y a cette idée de je bouge quand j'attaque, et non pas je bouge puis je peux faire mes attaques. Donc c'est pas idiot en fait comme système, mais ça demande à chaque fois en fait un peu de réinventer la roue. Et c'est vrai que vous l'avez réinventé en croisant en fait les genres, c'est-à-dire que d'un coup on a des éléments roguelite, sauf que en réalité on est sur du tactical tour par tour. C'est ça, on est sur la tactique c'est pas quelque chose qui s'est jamais fait dans le roguelike, ça a déjà existé. Mais c'est pas les genres les plus communs. Comme je disais, il y a beaucoup de jeux de plateforme, il y a beaucoup de jeux d'action vus d'en haut un petit peu en 45 degrés. Donc la tactique, c'est un genre qui se voit un petit peu moins, on va dire, dans les gros roguelikes, mais qui est quand même très présent. On peut mentionner par exemple Into the Breach, qui est un jeu qui a beaucoup marché. Into the Breach par les créateurs de FTL Faster Than Light, dont on parlait juste avant. Qui était très 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 bon jeu, vraiment très très bon jeu aussi, Into the Breach. Je suis absolument fan de leur mécanique de base. Ils justifient le fait de redémarrer les parties par le fait du monde parallèle, où en fait quand le monde est perdu, en fait vous allez avoir 3 robots géants qui font défendre des villes vis-à-vis de monstres géants. Alors vous les voyez pixelisés, et en fait en réalité c'est les bâtiments qui sont tout petits, parce que vos robots et vos monstres ils sont quasiment à taille de personnages. Par contre, ce qui est assez particulier, c'est qu'effectivement ils justifient le redémarrage de la partie par vous avez un de vos pilotes en fait qui passe dans un autre monde, et du coup c'est ce pilote là qui potentiellement est gardé. Sauf que effectivement vous avez une mécanique tactique. Je sais pas si je l'ai déjà vu ailleurs, c'est-à-dire que vous voyez comment les monstres vont attaquer quand ce sera leur tour. Clairement, c'est une grosse innovation du genre dans la tactique, en tout cas moi que j'ai pas beaucoup vu ailleurs, qui est que les ennemis télégraphent complètement leur action, ils disent précisément ce qu'ils vont faire au tour d'après. Et par exemple, l'ennemi qui me dit je vais attaquer cette case-là, et si on le pousse d'un coup vers la gauche, il attaque une case vers la gauche, et on peut les faire attaquer les uns sur les autres, ou faire différents trucs comme ça, c'est vraiment vraiment marrant, quoi.
Il y a un côté très prédictible qui est assez curieux parce que on s'en est beaucoup inspiré avec l'aventure Day of the Shell. On a vraiment essayé de faire un truc comme ça, avec nos contraintes à nous qui étaient différentes, mais on essaie de faire des choses similaires. On comprend ce qui va se passer parce que ça rend le jeu vraiment intéressant et pour la stratégie, ça rajoute des choses. Peut-être que c'est Ellie qui va en parler mieux que moi à ce niveau-là, mais. Du coup, je pense que le point était très clair. C'est ce qu'on a récupéré de chez eux et après, je sais pas si on parle spécialement d'Into the Breach, mais en l'occurrence, très bon jeu. Un des rares roguelike tactiques qui a vraiment bien marché. En fait, il est assez connu en fait, du grand public, en tout cas du public un peu gamer, mais assez chouette là-dessus. Je pense un genre de jeu de joueur d'échecs, quoi. Je pense que c'est pour les gens qui aiment vraiment l'anticipation, prévoir bien quelle action et qui peuvent lire l'ensemble des actions sans hasard. Et du coup, ça c'est vraiment cette force où tu vas beaucoup plus anticiper et prévoir plusieurs tours à l'avance que t'adapter à chaque tour. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment très très chouette. Qui demande quand même pas mal de concentration et tout, mais voilà, je pense les gens qui aiment les échecs, je pense que je peux vous conseiller très très vivement Into the Breach. Il est vachement difficile. Ouais, il est très très dur. Il est très dur et puis en plus, il va vous demander forcément de perdre la première fois. C'est ça. Parce que vous avez une espèce d'archipel d'îles à protéger et vous avez d'un côté la population avec les bâtiments, mais vous avez aussi de l'autre côté les infrastructures. Les infrastructures vous feront perdre la partie, mais ne pas protéger la population également. C'est ça, exactement. Et du coup, ouais, c'est compliqué, ouais. Je pense qu'un truc qui parlera aux gens qui aiment les échecs, c'est la notion de savoir faire des sacrifices, en fait, pour arriver à aller de l'avant et de faire une bonne gestion de risque ou voilà, prendre quelques risques, ça peut nous permettre de faire pas mal d'ouverture et en même temps, trop tu perds, quoi. Donc, c'est ça. Avec, en plus, en termes d'évolution, quelque chose qui est très fort, c'est que vous débloquez des nouveaux robots. Donc, votre équipe, elle est composée de 3 robots. Mais en fait, systématiquement, au départ, vous avez juste une équipe déjà établie. Puis, vous allez débloquer d'autres robots d'une autre équipe. Et en fait, potentiellement, vous allez soit choisir en fait un assortiment déjà prédéfini de 3 robots, soit au bout d'un moment, vous faites vos propres assortiments. À ça se greffent les pilotes qui peuvent avoir des capacités supplémentaires. Et effectivement, les environnements eux-mêmes, ils changent. C'est-à-dire que non seulement les monstres que vous affrontez, il y en a par exemple, ils nagent pas. Donc si jamais vous les poussez dans la flotte, c'est fini. Les monstres sont défaits. Par contre, il y en a qui volent, par exemple. Donc ceux-là, vous pouvez pas les pousser. Et derrière, du coup, le problème, c'est que selon les environnements, vous vous retrouvez, par exemple, sur de la glace. Qui, potentiellement, vous allez vouloir casser la glace pour avoir de l'eau en dessous, pour pouvoir les pousser ensuite. Donc vous prévoyez 2 attaques quasiment au même endroit pour justement libérer ce genre de choses. C'est très très malin comme système en vrai. Ouais, clairement. C'est très très bien joué. Et effectivement, ça donne aussi une idée aussi de tu parlais de sacrifice, le fait de s'interposer avec son propre robot qui lui-même va avoir des points de vie. Complètement. Et qui potentiellement, une fois qu'il est défait, je crois qu'il réapparaît plus dans le reste de la partie. Je crois qu'il revient, c'est ton pilote que tu perds, si jamais il meurt. C'est ton pilote que tu perds, voilà. exact. Donc t'as un nouveau pilote qui vient, mais si t'avais réussi à récupérer des capacités, à l'améliorer, puisqu'il y a le côté roguelike où justement t'améliores tes pièces au fur et à mesure, du coup oui, là derrière tu le perds et tu perds un peu de progression et la difficulté continue de monter, donc faut essayer de suivre le rythme, quoi. Oui. Et effectivement, ouais, la dernière île, la difficulté est complètement. Il y a une île volcanique aussi avec des éruptions, je crois. Ouais, en termes de biome, il y a quand même. Je sais même pas si je suis arrivé aussi loin que ça. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, c'est genre, je le trouve très cool, mais je suis pas très bon à ce jeu. Ah d'accord. Ouais. Ok. Je disais que c'est très malin, mais je pense que c'est trop malin pour nous. Ouais, il y a un moment où, ouais, clairement. Moi, en fait, j'en profitais pour le jouer en live avec les gens qui regardaient. Et c'est souvent, on se pose la question de pourquoi regarder quelqu'un jouer. C'est parce qu'en fait, vous pouvez écrire et réagir. Et du coup, en fait, il y avait vraiment ce côté. Moi, j'aime bien me poser, réfléchir à ce que je vois. Ok, donc lui, en fait, il va attaquer ce bâtiment. Si je le pousse, en fait, il attaque dans le vide. Mais par contre, ça veut dire que le tour d'après, il va pouvoir attaquer là. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est... Et en fait, t'avais les gens du chat, on discutait ensemble au bout d'un moment pour essayer d'avoir 2-3 tours d'avance. Mais évidemment, c'est pas si évident que ça, quoi. Mais je pense qu'il faut au moins autant de cerveaux différents pour réussir à finir un niveau. Clairement, ce genre de jeu, je pense que c'est le genre de jeu qui sont très sympas à jouer à plusieurs. Et du coup, je pense que ça fait une bonne transition pour Shotgun King. Puisque, alors, à la base, donc c'est un autre jeu tactique assez rapide qui sont... Donc je sais plus si on l'a présenté sur celui-là, mais en gros, c'est les échecs, sauf que vous jouez seulement le roi contre l'armée blanche en face. Et vous avez un fusil à pompe. Voilà. J'adore le concept. Voilà. Non, mais pour le coup, savoir jouer aux échecs pour ce jeu est vraiment sympa. Je sais pas pourquoi je reviens 25 fois sur les échecs là. Juste on parle tactique, donc c'est un peu le jeu de base des échecs. Le jeu de base de la tactique, c'est les échecs, quoi.
Mais du coup, à la toute base, justement, ça avait été une des inspirations pour Day of the Shell, parce que c'est un jeu où c'est la tactique, mais qui se joue avec très peu d'action, très simple, et qui se joue très vite. Et c'est même de là que vient le fait de faire un clic, un tour. Et à la base, on l'a découvert avec Henri pour... on y jouait comme ça, et en fait, on y jouait à deux. Au sens où alors, Henri avait le jeu, moi je l'avais pas, on s'était mis en live, puis du coup vu que j'avais un peu plus joué aux échecs que lui, je lui donnais un peu des idées de coups, vu que lui il savait plutôt mieux gérer des roguelikes, puis c'est un petit roguelike aussi, du coup il essaie de construire un build, etc. Et pour l'anecdote, on s'était retrouvé sur, donc à la base c'était un tout petit jeu, après ils l'ont fait grossir, mais sur la première version du jeu, on s'était retrouvé en fait on a trouvé une manière d'exploiter complètement le jeu, et on avait fini par choper le record du monde pendant 8 heures, je crois, juste avant qu'ils mettent le jeu à jour. C'est pas Je crois mal. qu'ils nous ont même accordé le record sans vérifier si c'était vrai ou pas. C'était vraiment vrai, hein, pour le coup, on l'avait vraiment fait. Je crois que c'est basé qu'on avait joué un petit peu, puis on a trouvé une technique marrante, et on était allé assez loin. Et après, on est dans le Discord de dire, voilà, on est arrivé au niveau 26, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout le monde nous a répondu, on peut arriver au niveau 26, c'est possible. Ouais, bravo, vous avez le record. Alors que là, tout le long, j'étais juste crève, faut que j'aille bouffer là. Enfin, genre, c'est sympa, c'est marrant, mais juste meurs et c'est bon. Vas-y, Et en fait, et du coup, donc ce jeu Shotgun King, ce qui est intéressant, c'est que il a été développé pour la Ludum Dare, si je dis pas de bêtises, du début en 2022. Ouais, qui est un défi de création de jeu exactement. en 72 heures. Exactement. Donc ça se appelle une game jam, voilà, qui est un événement où il faut créer un jeu en un temps très court. Où une partie de l'équipe de Day of the Shell, en fait, on a fait un jeu nous-mêmes. On a fait un petit jeu et c'est un peu la première collaboration qu'on avait eue avec quelques membres de l'équipe à ce moment-là. Donc là, c'était marrant. Et en fait, pendant ce même événement, cette même game jam, il y a eu ce jeu Shotgun King qui a été fait par Pancake Délicieux d'ailleurs, qui est un petit studio français vraiment qu'on adore, qui font des trucs très très bien, très intéressants. Et ce jeu était juste, franchement, en 3 jours, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Je trouve ça vraiment incroyable d'avoir un jeu aussi bien en seulement 3 jours. Et du coup, vraiment, on n'a pas pu s'arrêter d'y jouer pendant longtemps après ça. Et au point qu'on s'est dit, la mécanique de base, le contrôleur, de jouer très rapidement comme ça sur un jeu tactique, c'est vraiment bien. On va essayer de s'inspirer de ça pour faire aussi un jeu de notre côté avec d'autres bases différentes sur du roguelike, etc. Et c'est comme ça qu'a commencé Day of the Shell réellement. Et c'est comme ça qu'a commencé. C'est absolument incroyable. Vous leur avez envoyé un petit message? Ouais, on s'est déjà parlé. Ouais, okay. On a déjà parlé avec eux, bien sûr. Puis l'inspiration maintenant, elle commence à être assez lointaine. Enfin, vraiment. Au tout début, c'était, ouais, en fait, on fait ça, on mixe avec ça, puis on fait vraiment la même chose, mais avec d'autres morceaux de la recette ensemble. Et maintenant, pour reconnaître les ingrédients, il faut avoir un sacré coup d'œil, je pense. Oui, je vois à peu près quand on voit effectivement le jeu de base et qui sert d'inspiration et votre jeu à vous, effectivement, faut aller le chercher, quoi. Faut aller vraiment le chercher. En tout cas, on le conseille très vivement. Ouais, effectivement, Shotgun King, bon jeu tactique. En termes de similarité, on n'est pas loin. Il y en a qui auront peut-être certaines petites références de l'époque. Il y a Final Fantasy Tactics, il y a des grands pontes en fait de ce genre de jeu, effectivement. Mais c'est vrai que là, on parlait de Into the Breach en termes de jeu tactique indépendant qui marche super bien. Tu as eu j'allais dire à travailler, comme quoi c'est la déformation professionnelle. Mais c'est vrai que quand vous travaillez dans le jeu vidéo, il y a certains jeux auxquels vous jouez. 1, parce que vous aimez le genre, évidemment, mais 2, parce que il s'agit aussi de se renseigner. C'est-à-dire que comment reconnaître, par exemple, une personne créatrice de jeux de société, c'est pas compliqué, c'est celle qui n'est pas une association et qui s'en va avec à peu près 15 jeux à chaque fois qu'elle passe dans un magasin de jeux de plateau. Voilà, c'est globalement ça. C'est-à-dire que pour pouvoir créer, il y a une façon de faire, c'est de jouer énormément et de tester à chaque fois. Est-ce que toi, t'es passé par cette phase-là en tactique ? Ah clairement, ouais. Là, comme je disais cette année... Alors, j'ai compté la dernière fois, là, la semaine dernière, j'en étais à 52 jeux testés cette année. Et en tactique, je crois que j'en ai testé 10-20 dans ces eaux-là. Après, tu reconnais aussi les gens quand ils te disent ouais, j'ai joué à ça. Et t'as joué combien de temps en moyenne par jeu? 1 à 2 heures. Oui, d'accord. Et tu les as aimés? Ça dépend. Et ceux que j'ai adorés, je leur ai donné 3 heures quand même. Tu vois, il y a un moment, faut qu'on teste, faut qu'on passe à la suite et qu'on comprenne un peu les grandes lignes de la recette. Donc une fois qu'on a compris ce qu'on avait à comprendre, on passe quand même à la suite, quoi. Mais du coup, j'ai complètement oublié ta question. Pardon. De savoir à quel jeu toi, Ellie, t'avais pu jouer en fait en termes tactical, toi qui es absolument fan du genre. Alors là où j'ai démarré comme pas mal de gens, alors c'était Advance Wars. Je sais qu'il y a eu la team Fire Emblem, il y a eu la team Advance Wars, pour ceux qui ont fait les deux, mais plus rare. Moi, c'était Advance Wars pour le coup. Je pense que c'était un peu la porte d'entrée.
Il y a eu beaucoup quand j'étais au lycée, c'était la période de Dofus, et là pareil, j'ai pensé qu'il était un super bon jeu en termes de tactique. On a un peu tendance à l'oublier en disant ouais c'est un MMO où on farm, on est typé machin et tout, mais c'est un super jeu en termes de tactique, voilà, il est très très chouette, je conseille toujours vivement et je comprends pourquoi il continue de faire un succès maintenant. Du coup, j'ai eu une petite pause là-dedans et en fait le gros plaisir est revenu avec la découverte de XCOM, qui est un jeu que j'ai découvert un peu par hasard. On m'a dit c'est chouette, vas-y, et je sais pas, j'avais un soir à perdre, je suis parti dessus. Et le jour où j'ai testé ce jeu, je me souviens vraiment m'être dit waouh, ce jeu existe. Et genre j'avais envie de jouer à ça depuis super longtemps. Parce qu'en fait, à la base, je suis quelqu'un qui faisait pas mal de jeux de rôle, qui avait découvert un peu par Donjons et Dragons, ce genre de truc un peu classique. Et qui est en fait concrètement un jeu qui se joue sur des cases. Enfin, pareil, on a tendance à l'oublier, mais c'est un jeu de figurines qui se joue sur des cases et où t'as des personnages avec des pouvoirs qui se jouent beaucoup avec les distances et ce genre de choses. Et en fait, quand je le découvre, je me dis waouh, en fait, c'est Donjons et Dragons, mais avec une petite escouade un peu militaire, des fusils, enfin un truc beaucoup plus moderne et tout. Et où j'avais vraiment super envie de voir ce genre de truc. Et surtout, il y a un système où, à l'époque, je me rends pas compte que c'est un système majeur, mais qui pour moi est une des innovations majeures du genre, en tout cas, un des titres qu'il a vraiment popularisé, c'est le fait d'avoir des couvertures. D'avoir des personnages qui puissent se mettre à couvert derrière des différents obstacles, différents abris. D'avoir en plus des couvertures qui sont destructibles, et du coup, tu vas commencer à jouer sur le fait de contourner... Ouais, pardon, j'ai pas précisé, mais du coup, XCOM, tu joues des petites escouades... Donc ça se joue à l'échelle d'une escouade, genre t'imagines, voilà, on va dire les échecs, mais tu as beaucoup de mouvements sur des très grandes cartes, et tu as un petit nombre de pièces, voilà. Et du coup, voilà, fait une petite équipe beaucoup plus proche on va dire d'une petite escouade taille jeu de rôle, quoi, 4-5 personnages, et du coup, voilà, t'essaies de prendre les ennemis à revers, t'essaies d'utiliser tes capacités spéciales pour gérer ton truc, et voilà, le jour où je joue à ça, je me rends compte que, enfin, je me dis, voilà, ce jeu existe, c'est incroyable, et en plus, il y a une partie qui, d'une certaine manière, et c'est pas un roguelike, sur la définition, mais dans l'ambiance, on n'est pas super loin. Le jeu monte en difficulté au fur et à mesure. Il te demande d'avoir une petite gestion où il faut que tu places tes ressources aux bons endroits pour suivre les difficultés, améliorer tes personnages, etc. Et du coup, là, c'est un jeu que je conseille très vivement. Souvent les gens me disent qu'ils y jouent pas parce que l'ambiance, l'univers leur plaît pas trop, parce que c'est invasion extraterrestre, ce genre de truc. Très sincèrement, je suis pas du tout fan de ce genre d'univers de base. Je trouve par contre que ça marche extrêmement bien. Et en fait, parce que justement l'univers s'efface un petit peu honnêtement, et t'es beaucoup plus proche de tes personnages. Il y a beaucoup un côté où tu t'y attaches. Je pense que les gens qui ont beaucoup aimé Baldur's Gate, etc. récemment, je pense qu'ils s'y retrouveront d'une autre manière. Je dis ça, j'ai pas encore joué à Baldur's Gate 3. Ça va venir, je me le réserve en fait. Je sais que je vais beaucoup aimer, et du coup je me le réserve pour une période où j'aurai un peu de temps. On vient de me l'offrir. Voilà, globalement, moi, je vais tomber dedans. À bientôt. C'est ça. J'en ai pour, je sais pas, 170 heures, un truc comme ça. Non, mais clairement, je sais que je vais tomber dedans aussi, et du coup, je me le réserve. Je vais peut-être essayer d'y passer, 3 heures et de me le couper sous le pied d'un coup avant, mais ce sera un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, il y a un côté, les gens qui aiment bien avoir une petite équipe à laquelle tu t'attaches, dans laquelle tu te crées un peu ton histoire, etc. Il y a un truc très très chouette là-dedans avec XCOM. Et après, voilà, je vous déconseille de commencer par le 2, parce qu'il a été pensé en termes de difficulté pour les gens qui avaient déjà fait le premier, et du coup, je vous conseille de faire le 1, et si ça vous a convaincu, le 2 sera un vrai plaisir. Okay. Voilà. Sinon, c'est le genre de jeu où tu pars en te disant, je vais faire une partie de 20 heures, puis après, je vais perdre, parce qu'en fait, le jeu est beaucoup trop dur, je vais recommencer, et là, c'est bon, je vais le finir d'une traite. Techniquement, c'est du roguelike aussi, mais oui, du roguelike de 20 heures de run, c'est assez inédit et pas pour de mauvaises raisons, quoi. Oui, c'est ça. C'est en fait finalement le roguelite, c'est un petit peu une réponse à la rejouabilité, notamment quand on a des jeux de société experts où vous allez avoir plein d'éléments où à chaque partie ces éléments-là sont nouveaux et effectivement on va pouvoir s'appuyer sur cette nouveauté-là pour construire un autre jeu. Effectivement, on n'est pas si loin que ça de l'intention en fait derrière le roguelite d'offrir en fait finalement une expérience à chaque fois nouvelle, mais aussi de profiter de la montée en expérience de la personne joueuse qui elle aussi va s'amuser à connaître les différents éléments de jeu au fur et à mesure pour finalement maîtriser cette espèce de part de hasard à l'apparition de ces éléments. Et c'est vrai que j'avais une question vis-à-vis de Day of the Shell. Vous avez un personnage unique. Dans XCOM, ce n'est pas le cas. Dans Into the Breach, ce n'est pas le cas. Dans Fire Emblem que tu citais, on est sur un tactical JRPG où les personnages vont même développer des relations entre elles, d'amitié ou autres, selon si on les fait souvent combattre ensemble, c'est-à-dire qu'elles sont côté à côté en termes de cases. Vous avez décidé de choisir un seul personnage.
Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça, au-delà de la simplicité du jeu? Est-ce que vous aviez vraiment une envie particulière? Mais il y a une partie de la réponse dans ta question au sens où ouais, la simplicité c'était une raison, mais en fait il y avait aussi une raison toute bête, c'est qu'on voulait avoir très peu de contrôle et du coup pas trop de contrôle sur la caméra pour pas que la caméra parte dans tous les sens. Et quand t'as plusieurs persos, en fait tout simplement faut que tu puisses bouger ta caméra, ce genre de choses. Et surtout on s'était dit ça va être plus simple, on peut gérer du un clic, un tour, un seul perso. On a utilisé la même mécanique que Shotgun King avec le fait que les adversaires ne jouent pas à tous les tours pour que tu puisses faire plusieurs actions d'affilée. Et à ce moment-là, on s'est dit que c'était vachement simple. En vrai, c'est une des plus grosses contraintes de game design qu'on s'est mis dans le jeu. Sans vraiment forcément se rendre compte que ça allait avoir cet impact-là. Mais aussi parce que là, on voulait un peu le côté Hades en tour partout. On avait parlé de Vampire Survivor, mais c'était aussi une des inspirations à l'époque. Où pareil, t'as un seul personnage, tout est très centré sur ce truc-là. Et du coup, on voulait essayer d'amener un petit peu cet aspect en se disant qu'on allait simplifier. Finalement, ça a été très complexe d'arriver à trouver une recette avec ça parce que faire de la synergie sur un seul perso en tactical, c'est vachement compliqué parce que la synergie vient souvent de l'équipe. Mais au final, on a réussi à se trouver une petite recette. En vrai, tu voulais. Ouais, ça, c'est ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans la plupart des jeux comme des XCOM ou ce genre de jeux tactiques, c'est qu'on a plusieurs personnages qui ont plusieurs capacités, plusieurs actions possibles à chaque tour, même Dofus ou des jeux comme ça. C'est vraiment des jeux centrés sur le fait que chaque personnage, il a plusieurs capacités qu'il peut faire, plusieurs actions qu'il peut faire. Il peut se déplacer, il peut faire une telle attaque, une deuxième attaque, un effet spécial et ainsi de suite. Et tout le cœur du jeu, c'est de réussir à choisir les bonnes capacités sur ce personnage-là pour qu'elles se combinent bien, que ce soit stratégique et intéressant à faire. Et que par-dessus ça, on rajoute plusieurs personnages différents par-dessus, qui eux-mêmes se combinent les uns avec les autres, donc ça fait beaucoup de possibilités différentes. Nous, on s'est dit, on a un seul personnage, une seule action, mais il faut que ça se combine, il faut quand même une stratégie à créer, et quand même des choses qu'on peut créer par-dessus ça. C'était une très grosse contrainte, et on a beaucoup travaillé pour essayer de rendre ça intéressant sur le long terme, sur le développement de la partie. On arrive petit à petit à un truc intéressant, mais c'était beaucoup de travail. Ouais, clairement, pas peu fier de la recette à la fin, mais clairement, ça a demandé quelque chose, quoi. En tout cas, c'est Day of the Shell. Les gens vont pouvoir le tester dans les prochains jours en démo. Avec plaisir. Venez, il est bien, il paraît. Je connais des gens qui ont aimé. Moi, je l'ai aimé pour avoir testé pour le coup. Mais effectivement, les retours sont très bons. En tout cas, merci beaucoup, Ellie et Henri, de votre venue et de nous avoir partagé un petit peu les bonnes refs du genre tactique et du genre roguelite. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, écoutez, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.